Je cède la parole à Nicolas à nouveau. Oui, encore désolé. Après, je me tais pour le reste du colloque. Voilà. Bien. Alors, il m'a été gentiment proposé de vous présenter l'aboutissement d'un très long projet dans le cadre de ce colloque. Rassurez-vous, je vais être bref puisque on approche de l'heure de table. Et là aussi, je vous laisserai découvrir ou redécouvrir le pavillon des fresques. Mais c'est quand même un réel plaisir pour moi de vous donner quelques mots consacrés donc à cet espace, en réalité le plus récent du musée, puisqu'il a été inauguré en grande pompe le 24 juin 2022. Alors je m'exprime seul, mais j'aimerais qu'à travers ma voix soient remerciés bien sûr tous les collègues qui ont œuvré à la réussite de ce projet. Je pense bien sûr à la personne qui m'a précédé à la tête de la section des Antiquités grecques et romaines, qui est présente aujourd'hui, Annie Verbank-Pierrard, mais aussi à toutes les équipes du musée, de la cellule directoriale, à tous les services impliqués, la régie, la médiation, l'équipe de l'infrastructure, la communication, les publications, la sécurité. Ça a été vraiment un projet commun, global, de valorisation de l'un de nos trésors, mais un projet qu'on n'a pas fait seul, bien évidemment. Et j'en profite une nouvelle fois pour remercier le travail remarquable effectué par Soissons en amont de la construction du pavillon des fresques, avec ce chantier colossal qui a été rendu possible, vous le savez très certainement, ça a été dit plusieurs fois, grâce à un soutien mécénal du fonds Bailly-Latour, via le soutien aussi de la Fondation Roi-Baudouin. Je remercie aussi les collègues de l'IRPA, et bien évidemment, qui sont intervenus à différents moments du chantier de restauration. Et enfin, le pavillon que vous allez découvrir ou redécouvrir a été, lui, imaginé par le studio d'architectes bruxellois SNCD en collaboration avec Richard Venlet. Donc là aussi, je dois souligner le travail qui a été effectué dans un dialogue entre les restaurateurs, le musée et les scénographes. Alors, quels ont été les moteurs de ce projet qui découle en fait de la publication de 2013 et qui découle en fait déjà d'un constat d'état antérieur, constat de 2007 qui a rendu nécessaire la restauration. Eh bien, ce qui a alimenté ce projet, c'était de réévaluer les œuvres dans leur contexte d'origine, celui de la villa de Bosco Real, et de les stabiliser par une nouvelle restauration, de les présenter dans un nouvel écrin. Alors, je reviens très rapidement. Certains connaissent bien évidemment cette histoire, mais pas tout le monde. Donc les 8 panneaux que vous verrez à Marimont proviennent de 4 salles. Ça a déjà été plus ou moins évoqué tout à l'heure. La grande fresque en 3 panneaux du triclinium G, le grand panneau de l'exêtre L, composé de motifs de guirlandes et de masques, et enfin les 4 petits panneaux distribués entre les salles I et N, auxquels il faut ajouter, même si on l'oublie souvent, quand même une mosaïque fragmentaire, mais quand même l'un des rares fragments du péristyle 15, du petit péristyle, qui documente donc cette partie de la villa qui donnait accès notamment à la zone thermale. Alors des fresques, comme je le disais, qui sont connues par un rapport archéologique, par quelques vues, je reprends ici la vue que je vous ai montrée, par les photos de Pierre Gusman, et par de rares documents montrant les panneaux de Marimont in situ. Pour le moment, le seul que j'ai trouvé, c'est celui-là, mais comme je vous le disais, qui est à Berlin. Comme je vous le disais, il y a sans doute des vues, je l'espère, des autres panneaux à aller rechercher. Là, c'est pour vous montrer les numéros de la dépose, donc qui a eu lieu entre l'été et le 17 octobre de l'an 1900. On le sait maintenant grâce à l'inventaire de Barnabé. On le voit également grâce aux photos de l'entrepôt, où l'on reconnaît la mosaïque que vous allez voir, où l'on reconnaît en fait tous les panneaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces photos, je ne les ai pas montrées tout à l'heure, c'est qu'on voit déjà aussi les marques du châssis. On est en 1900 et on a déjà j'ai trouvé 2 panneaux sur les 3 grands de la fresque architecturale, et on a déjà ce réseau de lignes sombres. Et ça, c'est pour vous montrer, voilà, les autres panneaux, on voit comment ils étaient disposés ici même à même le sol, sur 2 planches, dans l'entrepôt de Deprisco. Intéressant aussi de voir pour ces panneaux, toutes les hypothèses de restitution sont bien sûr validées et par le plan de Barnabé et par l'inventaire. On retrouve les 8 panneaux de Marimont ici, avec leurs dimensions et avec
leur emplacement. Et donc ces fresques, comme toutes les autres, là aussi je ne vous apprends rien, se retrouvent à Paris en 1903, sont mises en images, en aquarelle et en dessin dans le catalogue de la vente de 1903. On retrouve même la mosaïque. Et c'est à cette occasion, ça a été annoncé dans l'introduction auquel je me raccroche, c'est à cette occasion que le fondateur de nos collections, Raoul Warroquet, en compagnie de Franz Cumont, c'est ce que nous décrit la presse contemporaine, eh bien, ils sont présents à Paris et arrivent à acquérir Warroquet arrive à acquérir, le troisième lot d'importance, puisque le premier, ce sont les 20 panneaux qui sont au Met. Le second, c'était le panneau au génie ailé qui est parti au Louvre avec d'autres panneaux offerts via des mécènes. Donc on peut retracer aussi la circulation des informations relatives à la vente dans différents documents d'archives. Je vous ai mis des extraits d'articles de presse belges et françaises. Aussi le fameux carton qui avait été mentionné dans la publication de 2010. J'ai gentiment demandé aux archives Rodin de nous l'envoyer pour l'intégrer au nouvel album qu'on vient de publier. Hein. Donc on l'a pas retrouvé dans les archives de Warroquet, mais donc c'est intéressant de voir comment cette vente a été annoncée, surtout l'exposition qui est en fait la seule qui a jamais été organisée autour des fresques de Bosco-Réal, la seule à avoir réuni les 48 panneaux. Maintenant, on peut le faire virtuellement via des publications. Et alors aussi, très intéressant, la facture, surtout dans le contexte actuel, même si, bien évidemment, on connaît l'histoire des fouilles, on connaît la législation, et on connaît bien évidemment l'historique, le pédigré de ces pièces, mais voilà, 11 874 francs pour l'acquisition des différents panneaux et de la mosaïque. Alors les fresques arrivent en train jusqu'à Marimont, ne rejoignent pas tout de suite le château, elles rejoignent un petit pavillon que vous pouvez encore voir, enfin du moins sa façade est encore debout dans le domaine de Marimont, un pavillon néoclassique où les fresques vont être placées. On en reconnaît bien évidemment ici les trois grandes dans le fond, la mosaïque qui est juste ici. Pourquoi ? Parce qu'en 1903, Warroquet n'est pas encore propriétaire du château, c'est sa mère qui en a la possession, Marie Warroquet, et ce n'est que plus tard que Warroquet va recréer dans 2 nouvelles ailes de l'ancien château des Warroquet, qui n'existe plus aujourd'hui, si ce n'est le mémorial par lequel vous êtes entré tout à l'heure, eh bien, va recréer cette apparence d'un temple à l'antique pour présenter les fresques de Bosco-Réal. Alors on a toute une série de vues, je vous montre quelques photos d'archives, on en a encore retrouvé d'autres qui sont tout à fait intéressants pour suivre le périple de ces fresques. Qui ont connu vraiment 1001 vies, puisqu'on sait aussi que pendant qu'elles étaient dans le pavillon, il y a eu des inondations dans ce pavillon, on le sait grâce à la correspondance, donc elles ont subi vraiment des altérations, au point qu'en 1952, l'Institut italien pour la restauration a mené une première campagne de restauration, notamment pour changer le châssis de bois qui va être préservé en fait jusqu'à la restauration faite par Soissons. Une vue des fresques, dans les années 50, au moment où le musée est réorganisé par les FEDER, qui sont universitaires, qui vont redéployer les collections en les présentant dans un ordre chronologique et géographique. Il y aura une salle consacrée aux fresques de Marimont. Et tout ceci prend fin en 1960. C'est un terrible incendie qui va ravager la partie centrale du château et qui va découler, j'avance très vite dans le temps, avec plein de raccourcis, mais à la construction donc du bâtiment dans lequel vous vous trouvez, le bâtiment Bastin, inauguré en 1975. Alors, toujours émouvant de revoir ces photos où l'on voit l'installation des panneaux qui vont être réemmurés, si je puis dire, c'est-à-dire intégrés dans un pavillon, dans un cabinet. Voilà quelques photos des ouvriers de l'époque en train d'intégrer, de monter sur cadre de bois ce panneau qui, vous l'avez compris, au moment de la restauration dans les années 50 a été intégré en un seul grand panneau. Et voilà le cabinet des fresques que beaucoup d'entre vous ont connu jusque 2016, si je ne dis pas de bêtises. Pendant une dizaine d'années, il y a même eu une fontaine l'eau a coulé dans les années 80, j'ai plus les dates en tête. Donc on était là dans une perspective de recréer une salle à la romaine, et bien évidemment sans tenir compte de l'emplacement des panneaux d'origine, avec des normes de conservation qui sont bien éloignées des normes actuelles, et avec un réemmurement de la fresque
ce qui a pu être corrigé, bien évidemment, aujourd'hui. Donc voilà, je reviens là-dessus parce que quand même, on peut pas parler de Bosco Real sans rappeler ce colloque qui a fait date, le colloque de 2010, qui avait réuni de nombreux collègues aussi des musées qui conservent les autres panneaux. Et bien évidemment, 3 ans avant le colloque, il y avait une première sonnette d'alarme, si je puis dire, cet état des lieux fait par Soissons. Je vous montre rapidement quelques photos des problèmes de conservation et de présentation qui s'étaient posés, et surtout toutes ces retouches abusives qui étaient plus visibles que les fresques elles-mêmes, pour paraphraser Annie. Et surtout, c'était l'occasion de corriger cette erreur. Donc voilà le fameux dessin de Barnabé. Maintenant, on peut le compléter par la photo de Berlin. Donc cette erreur dans l'entrecolonnement des 3 panneaux. Voilà, je vous montre ici simplement la photo. Donc c'était une opération extrêmement importante, redécouper les fresques, le travail aussi exceptionnel de notre régime, aussi des transporteurs mobiles, pour acheminer ces panneaux encore sur châssis de bois jusqu'à Soissons, avec l'enlèvement des châssis de 52 et leur transfert sur support moderne en nid d'abeille d'aluminium. Ça a été aussi un travail remarquablement mené par les collègues. Si je vous montre quelques photos des différentes phases, je ne vais pas trop m'attarder, parce que je pense que je dépasse déjà, donc ça va encore, le temps. Vous allez pouvoir découvrir par vous-même l'état des fresques après restauration, donc quelques vues ici générales. Et enfin, on en est venu à réfléchir, après tout ce périple, parce que quand même les fresques sont ici depuis 120 ans maintenant, réfléchir à une nouvelle manière de les présenter. Alors, l'endroit qui était choisi, c'est le même que celui de l'ancien cabinet des fresques. Donc, comment présenter dans un espace qui est plus ou moins celui-ci, avec son empreinte en rouge, en final, un conglomérat de 4 salles antiques. Et donc là, c'était vraiment une prouesse architecturale de la part du studio qui est engagé, qui imaginait un pavillon qui est à la fois une œuvre en soi, mais qui en même temps s'efface de par le choix des matériaux et des couleurs au profit de la fresque, avec des teintes qui sont effectivement du blanc, et un espace aussi qui augmente la monumentalité des panneaux. Là, je vous montre les pré-projets qui ont été esquissés. Un espace où on peut vraiment à la fois être comme dans un cocon, s'immerger dans cet espace, mais aussi comprendre que les panneaux viennent de différentes salles, les remettre à leur hauteur restituée. Je vous montre aussi quelques vues, pour changer la perspective, changer le regard, et déambuler dans cet espace comme si on déambulerait dans les salles de la villa, tout en ayant aussi un apport de lumière, parce qu'ils ont respecté l'architecture du Bastin, en profitant de l'éclairage naturel, zénital, qui amène sur les côtés, bien évidemment, une variation, c'est-à-dire que si vous venez l'automne, l'été, vous allez avoir le matin, la fin de journée, des changements comme dans une vraie maison, un vrai habitat, pardon. Et donc voilà la photo de groupe lors de l'inauguration du 24 juin. Donc je me réjouis que vous soyez toutes et tous ici pour redécouvrir ce pavillon, et de prolonger ensemble donc ce grand projet en accueillant le colloque. Et comme ça a déjà été dit à cette occasion, eh bien, un magazine grand public richement illustré a été publié. Et c'est le petit moment de placement de produit. Il vous est proposé à 10%, c'est-à-dire il revient à 9 €. Et donc on espère pouvoir aussi le diffuser, le traduire, et peut-être relancer la coopération avec les musées qui présentent d'autres fresques. Voilà, je vous remercie de votre attention et merci.